La nuit du 15 juin, elle embaumait la cire d'abeille et portait le parfum amer des promesses oubliées. Sophie Lemaire passait une serpillière industrielle sur le parquet de la galerie des glaces de l'hôtel Rivoli. Ses gestes étaient mécaniques, presque hypnotiques. Elle connaissait chaque veine du bois. Après avoir lustré ce même sol pendant 4 longues années, il était 3 heures du matin. L'immeuble respirait dans un silence lourd, typique des lieux chargés d'histoire. Un silence qui n'est pas une simple absence de bruit, mais la présence palpable des siècles passés. Les lustres en cristal de bohême pendaient au-dessus de sa tête, tels des larmes glacées. Parfois, quand elle était seule, Sophie s'arrêtait devant les miroirs vénitiens qui tapissaient les murs et s'observait. Une femme de 38 ans, les cheveux tirés en une queue de cheval stricte, un uniforme bleu marine de taille trop grand, les mains abîmées par le chlore. Elle se demandait si les miroirs se souvenaient de toutes les femmes qu'ils avaient reflétées, s'ils gardaient en mémoire le souvenir de son propre passage, 20 ans plus tôt, invité à une conférence sur l'architecture, vêtu d'une robe empruntée et nourri de rêves tout aussi illusoires. C'est alors qu'elle remarqua l'enveloppe. Elle reposait sur une des consoles dorées, oubliée parmi des coupes de champagne à moitié vides, et des serviettes froissées, une invitation sur papier vélin, des lettres en relief doré. Soirée azur, 20 juin 2025. Tenue de soirée exigée. Elle allait la déposer aux objets trouvés. Quand elle remarqua le mot manuscrit qui dépassait, elle reconnut l'écriture avant même de lire le nom. Hélène Dubois. Sophie, je sais que tu es là. Viens, fais-moi confiance. HD. Les lettres tremblaient légèrement, comme écrites dans la hâte ou sous l'emprise de la peur. Sophie serra l'enveloppe contre sa poitrine et ferma les yeux. Hélène. 12 ans qu'elle ne s'était pas parlé, depuis que Sophie avait quitté l'université en 3e année, enceinte et seule, tandis qu'Hélène poursuivait ses études pour obtenir un master en gestion culturelle. Maintenant, Hélène organisait des événements pour des millionnaires, et Sophie nettoyait leurs déchets. Le fracas d'une porte l'interpella violemment. Damien Moreau entra dans la galerie, flanqué de 2 hommes en costume. Tous arboraient cette démarche assurée de ceux qui possèdent le monde et considèrent l'espace des autres comme une extension de leur propre territoire. Sophie connaissait cette façon de marcher. Elle l'avait observée chez son ex-belle-mère, chez les avocats qui lui avaient arraché Théo, chez chaque fonctionnaire qui l'avait regardée comme si elle était transparente. Damien s'arrêta en la voyant, surpris d'abord, amusé ensuite. « Tiens, la Cendrillon du service de nuit, dit-il, et ses accompagnateurs rirent, ce rire automatique des subordonnés. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu comptes venir en uniforme à la soirée? Les rires redoublèrent. Sophie sentit la chaleur lui monter au cou. Cette humiliation familière qui l'avait accompagnée toute sa vie, depuis les pensionnats où les bonnes sœurs lui rappelaient qu'elle devait être reconnaissante de l'aumône, jusqu'aux audiences judiciaires où sa pauvreté était considérée comme une preuve d'incompétence maternelle. Mais quelque chose en elle, quelque chose d'ancien et de furieux qui dormait depuis des années, se réveilla. Peut-être était-ce à cause du mot d'Hélène. Peut-être était-ce le reflet de son propre regard dans les miroirs, ce regard qui, pendant une fraction de seconde, ne semblait plus celui d'une employée, mais celui d'une femme qui avait autrefois nourri des ambitions plus grandes que la simple survie. « Peut-être que je viendrai, » répondit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne le sentait. « Et peut-être que je surprendrai plus d'une personne. » Damien haussa un sourcil, sincèrement surpris. Puis, il éclata de rire. « J'adorerais voir ça, » dit-il. Et il continua son chemin. Sophie attendit que les pas s'évanouissent dans le couloir. Alors, ses jambes flanchèrent, et elle dut s'appuyer contre la console. Elle venait de faire quelque chose de stupide, d'impulsif, le genre de chose qui sabotait toujours ses tentatives de garder profil bas et son emploi en sécurité. Elle regarda l'invitation dans sa main. Faire confiance à Hélène après toutes ces années. S'infiltrer dans un événement pour millionnaires alors que son compte bancaire ne contenait que 500 €.
économiser sou par sou. Le lendemain, Sophie appela le numéro qu'Hélène avait griffonné au dos du mot. La voix de son ancienne amie sonna plus chaleureuse qu'elle ne l'avait imaginé, bien que plus fatiguée aussi, comme si les années l'avaient polie jusqu'à la rendre douce, mais opaque. Elles se retrouvèrent dans un café près du quai de Gemapes, loin du centre, où personne ne les connaissait. Hélène arriva en tailleur crème et portant des lunettes de soleil qu'elle ne retira qu'une fois assise. Son visage était plus anguleux, ses pommettes plus saillantes, mais elle avait toujours cette façon d'incliner la tête quand elle écoutait « J'ai besoin de ton aide », dit-elle sans préambule, « et tu as besoin de la mienne ». Sophie remua le café qu'elle ne comptait pas boire. « Je n'accepte pas la charité, Hélène. »« Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. » Hélène se pencha au-dessus de la table. « Damien Moreau va détruire l'hôtel. Il a acheté les permis de construire. Les conseillers municipaux sont dans sa poche. Tout est prêt pour démolir un bâtiment du XVIIIe siècle et ériger des tours de verre où les appartements valent 2 millions. Je cherche depuis des mois des preuves concrètes de corruption et je n'ai rien. Des rumeurs, des murmures, mais rien qui puisse tenir devant un tribunal. » Sophie fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que je peux faire? Je suis femme de ménage, pas détective. » Hélène sourit, et dans ce sourire, il y avait quelque chose de la jeune fille qu'elles avaient été autrefois. « C'est précisément pour ça, parce que tu es invisible à leurs yeux. J'ai besoin que tu assistes à la soirée Azur en tant qu'invité. Je te fournirai une fausse identité, collectionneuse internationale d'art, quelque chose qui justifie que personne ne te connaisse. Tu te mêles aux invités, tu écoutes, tu enregistres les conversations. » Damien se détend toujours après son 3e whisky et lâche des informations qu'il ne devrait pas. L'idée était absurde, suicidaire, le genre de plan qui ne fonctionne que dans les films. « Ils me reconnaîtront, » dit Sophie. « Damien m'a vu hier soir. » Hélène secoua la tête. « Il t'a vu en uniforme, sans maquillage. Dans ton rôle d'employé, les gens comme Damien ne regardent pas vraiment les personnes qu'ils considèrent comme inférieures. Ils voient des fonctions, pas des visages. Fais-moi confiance. » Ces mots encore. Fais-moi confiance. Sophie pensa à Théo, 9 ans, un sourire avec les dents du bonheur, une obsession pour les dinosaures. Il vivait avec Béatrice, l'ex-belle-mère, dans un appartement lumineux de Saria qui sentait le pain frais et l'argent ancien. Béatrice avait obtenu la garde temporaire en invoquant l'instabilité économique et émotionnelle de Sophie. Et chaque mois qui passait, il devenait plus difficile d'inverser la décision. Les avocats coûtaient des fortunes que Sophie n'avait pas. Elle devait prouver qu'elle pouvait lui offrir un foyer stable, des revenus réguliers, un avenir. Si elle perdait son emploi à cause de ça, elle perdrait Théo pour toujours. Mais si elle ne faisait rien, l'hôtel disparaîtrait. Et avec lui, son emploi de toute façon. « Qu'est-ce que tu y gagnes ?» demanda-t-elle. Hélène la regarda longuement. « La rédemption, j'imagine. Je ne t'ai jamais recontacté après que tu as quitté l'université. J'ai pensé que tu avais choisi cette voie, que tu ne voulais pas mon aide. Maintenant, je sais que j'ai été lâche. Ça ne compense pas 12 ans, mais c'est un début. » Sophie acquiesça lentement. « D'accord, je le ferai. Mais à condition, si ça tourne mal, si je perds mon fils à cause de ça, vous le paierez. » Hélène tendit la main sur la table. « Parfait. » Les 4 jours suivants furent un tourbillon de préparatifs frénétiques. Hélène obtint de faux papiers. Sophie deviendrait Gabrielle Montserrat, héritière d'une fortune textile argentine, collectionneuse d'art colonial, de passage à Barcelone. L'histoire contenait suffisamment de vérité à moitié pour être convaincante. Sophie avait lu voracement pendant des années, des quarts de nuit interminables où elle dévorait des livres sur l'architecture, l'histoire de l'art, tout ce qu'elle n'avait pas pu étudier formellement. Elle pouvait soutenir une conversation sur les voûtes gothiques ou l'école de Chicago. Le problème était la panique. Chaque fois qu'elle imaginait entrer dans la galerie des glaces, vêtue d'une robe de soirée, avec 200 paires d'yeux sur elle.
Sa gorge se serrait et ses mains suaient. La dernière fois qu'elle avait assisté à un événement formel, c'était à son mariage. Une cérémonie petite et misérable dans un tribunal, où le père de Théo avait feint des sourires jusqu'à ce que le juge parte et l'avait ensuite accusé de l'avoir piégée. Vincent, le concierge vétéran de l'hôtel Rivoli, la trouva en pleine hyperventilation dans la cave le 18 juin. Il avait 70 ans. Le dos courbé par des décennies à porter des valises, des yeux aimables derrière des lunettes à monture épaisse. « Ma petite, qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il avec cet accent du sud doux qu'il n'avait jamais perdu. Sophie lui raconta tout. Elle s'attendait à un jugement, à de la désapprobation, mais Vincent se contenta d'acquiescer pensivement. « Viens avec moi » dit-il. Et il la guida à travers des couloirs que Sophie ne connaissait pas. Des escaliers qui descendaient dans les entrailles du bâtiment, dans une pièce oubliée, parmi des meubles recouverts de draps. Vincent ouvrit un coffre-fort ancien. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie jaunâtre, il y avait une robe, de la soie bleu nuit, coupe années 50, parfaitement conservée. Elle appartenait à la comtesse Montserrat-Lemaire, dit Vincent, la propriétaire d'origine de l'hôtel, avant qu'il ne soit vendu pour dette. C'était une femme élégante, mais elle était aussi féroce. Elle ne laissait personne lui marcher sur les pieds. Sophie toucha le tissu avec des doigts tremblants. « Le maire » murmura-t-elle. Vincent la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. « Ton nom de famille n'est pas une coïncidence, ma petite. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, prends ça. Elle te va comme un gant. » La robe lui allait parfaitement, comme si elle avait été conçue pour son corps. Sophie se regarda dans le miroir oxydé de la cave, et pour la première fois depuis des années, elle ne reconnut pas la femme qui la regardait en retour. Grande, svelte, avec une élégance qu'elle ne savait pas posséder. Vincent sourit. « Elle a toujours été là, » dit-il. « Tu avais juste besoin de te la rappeler. » Ce soir-là, quand Sophie rentra dans son appartement d'une pièce sur le quai de Gemaps, Théo l'attendait. Béatrice le laissait lui rendre visite le jeudi, toujours avec des avertissements sur les horaires, une alimentation appropriée et l'importance de ne pas perturber sa routine. Théo courut vers elle avec quelque chose dans la main. « Je t'ai fait ça, maman, » dit-il en lui montrant un bracelet en macramé dans les tons bleus et blancs, « pour que tu aies de la chance. » Sophie s'agenouilla et le serra dans ses bras, jusqu'à ce qu'il se plaigne qu'elle l'étouffait. « Et pourquoi as-tu besoin de chance ?» demanda-t-il avec cette perspicacité des enfants qui perçoivent plus qu'ils ne le devraient. « Pour te ramener à la maison, » répondit Sophie. « Bientôt, mon amour, très bientôt. » La nuit du 20 juin. Sophie enfila la robe bleue avec des mains qui tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois pour fermer la fermeture éclair. Hélène avait envoyé une équipe de maquillage et de coiffure. Des professionnels discrets qui la transformèrent sans la rendre méconnaissable pour elle-même. Cheveux relevés en un chignon français bas, maquillage subtil qui accentuait ses yeux sombres, lèvres en ton nude. Elle mit le bracelet de Théo sous le gant de soie. À 9 heures du soir, une voiture vint la chercher. Pendant le trajet jusqu'à l'hôtel, Sophie repassa mentalement tout ce qu'Hélène lui avait appris. Maintenir la posture, tenir la coupe de champagne sans trop boire, laisser les autres parler pendant qu'elle écoutait, enregistrer discrètement avec le dispositif caché dans son sac à main. Quand la voiture s'arrêta devant l'entrée de l'hôtel, illuminée par des projecteurs qui transformaient la façade baroque en quelque chose de presque irréel, Sophie pensa sérieusement à demander au chauffeur de faire demi-tour. Mais alors, elle vit Hélène qui l'attendait à la porte, vêtue de noir, avec un sourire d'encouragement. La galerie des glaces était transformée. Des fleurs blanches dans des arrangements monumentaux, des tables avec des nappes en lin, 500 chandeliers allumés qui multipliaient leur lumière dans les miroirs, jusqu'à créer l'illusion d'un espace infini. Il y avait environ 200 personnes, toutes avec cette patine d'argent qui n'a pas besoin de s'annoncer, des costumes faits sur mesure, des bijoux hérités, des conversations en 3 langues. Sophie entra au bras d'Hélène,
qui la présenta à des groupes sélectionnés avec l'histoire préparée. Personne ne remit rien en question. Gabrielle Montserrat était la bienvenue. Une femme avec un accent de Buenos Aires et une robe Valentino l'interrogea sur sa collection d'art colonial. Et Sophie répondit avec assurance, citant une vente aux enchères chez Christie's et une controverse récente sur le rapatriement de pièces précolombiennes. La femme acquiesça, impressionnée. « Vous devez rencontrer mon conservateur, dit-elle. Sophie sourit et continua, avec le cœur battant la chamade contre ses côtes, mais la tête étrangement claire. Damien Moreau était près du bar, entouré de son cercle habituel d'associés et d'adulateurs. Il portait un smoking impeccable et une montre qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Sophie. Quand elle passa près de lui, il la regarda, et dans son regard, il y avait de l'appréciation masculine. Mais aucune reconnaissance. « Charmante soirée, n'est-ce pas ?» commenta Damien en s'approchant. Hélène avait disparu stratégiquement. « Charmante !» acquiesça Sophie en modulant sa voix pour qu'elle paraisse plus grave, plus contrôlée. Bien que je me demande quelle part de tout cela est de la philanthropie véritable et quelle part est du théâtre, Damien rit, surpris. Une cynique. J'aime ça. La plupart de ces gens font semblant qu'ils se soucient vraiment des bâtiments historiques, alors que la seule chose qu'ils veulent, c'est une photo pour Instagram. Sophie inclina la tête. Et vous, est-ce que les bâtiments historiques vous importent ? Damien prit une gorgée de son whisky. Barcelone m'importe, et parfois, pour qu'une ville grandisse, il faut laisser aller le passé. Sophie sentit la rage comme une flambée dans sa poitrine, mais garda une expression neutre. Quelle philosophie si commode, quand le passé appartient à d'autres. Damien l'étudia avec plus d'attention. Est-ce qu'on se connaît ? Il y a quelque chose de familier chez vous. Sophie sentit la panique la parcourir. J'en doute, je viens d'arriver de Buenos Aires. Damien acquiesça lentement, mais ses yeux restèrent soupçonneux. Hélène réapparut comme par magie, enlaçant son bras avec celui de Sophie. « Gabrielle, vous devez voir la terrasse. La vue est spectaculaire. » Elle la guida vers le balcon avec une urgence à peine dissimulée. Une fois dehors, loin des oreilles indiscrètes, Hélène murmura « Il a failli te reconnaître. Tu dois être plus prudente. » Sophie tremblait maintenant, le contrôle s'évaporant. « Je ne peux pas faire ça. C'était une erreur. » Hélène la prit par les épaules. « Respire. Tu fais ça parfaitement. Tu as déjà enregistré 3 conversations compromettantes. On a juste besoin d'un peu plus. » Sophie ferma les yeux et pensa à Théo, à son rire, à la façon dont il disait « maman », avec cette confiance totale qu'elle pouvait arranger n'importe quoi. Elle acquiesça. Elles retournèrent dans la galerie des glaces juste au moment où une femme âgée, vêtue d'une robe Chanel et d'un collier de perles, entrait par la porte principale. Sophie la reconnut immédiatement. Béatrice, son ex-belle-mère, la femme qui lui avait arraché son fils avec des arguments légaux et de l'argent pour de bons avocats. Béatrice parcourait le salon avec ce regard calculateur qui ne manquait de rien, saluant des connaissances, évaluant des inconnus. Ses yeux se posèrent sur Sophie et se plissèrent. Pendant un moment terrible, Sophie pensa qu'elle passerait son chemin. Mais alors, Béatrice changea de direction et marcha directement vers elle. « Sophie, » dit-elle à voix basse mais claire, « quelle surprise de te trouver ici et quel déguisement élaboré !» Hélène tenta d'intervenir, mais Béatrice l'ignora complètement. « Tu sais ce que ça me dit ? Que tu t'infiltres dans des événements privés, en mentant sur ton identité. C'est comme ça que tu comptes récupérer Théo, avec de la fraude et de l'espionnage. » Sa voix monta de volume. Quelques têtes se tournèrent. Sophie sentit les murs du salon se refermer sur elle. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » réussit-elle à dire. Mais sa voix sonna faible, même à ses propres oreilles. Béatrice sourit avec cette cruauté raffinée qu'elle avait perfectionnée pendant des années de mariage arrangé et de clubs privés. « Ah, je sais tout. J'ai des contacts. Sophie, je sais exactement qui t'a trouvé cette fausse identité et pourquoi tu es ici. Et je vais m'assurer que chaque juge à Paris le sache aussi. Espionnage industriel.
Usurpation d'identité. Mon petit-fils ne retournera jamais avec toi. Sophie sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle. Quelque chose qu'elle retenait depuis des années avec une volonté pure. Les larmes menaçaient de tomber, mais elle s'obligea à les retenir. « Partez d'ici », murmura Béatrice, « avant que j'appelle la sécurité et que ça devienne encore plus humiliant. » Sophie regarda autour d'elle. Hélène avait disparu à nouveau. Les invités observaient avec cet intérêt morbide de celui qui assiste à un accident. Sophie se dirigea vers la sortie, mais ses pieds la menèrent dans une autre direction. Le balcon. Elle avait besoin d'air. Dehors, Paris s'étendait dans un manteau de lumière. La Seine était une tache noire au fond, invisible mais présente. Sophie s'appuya contre la balustrade et laissa les larmes tomber finalement. Ça avait été une stupidité. Une fantaisie absurde de penser qu'elle pouvait s'infiltrer dans ce monde et en sortir indemne. Elle avait risqué la seule chose qui comptait, la garde de Théo, pour un plan qui n'avait jamais eu la moindre chance de fonctionner. Elle entendit des pas derrière elle. Hélène, avec une expression coupable, « Je suis désolée. Je ne savais pas que Béatrice serait ici. Mais Sophie, on peut encore. » « Non, » l'interrompit Sophie. « C'est fini. Je m'en vais. » Hélène la prit par le bras. « Écoute-moi, tu n'es pas une imposture. Ce monde, ces gens, ne sont pas meilleurs que toi. La vie t'a volé des opportunités que tu méritais. Ça ne te rend pas moins. » Sophie la regarda à travers les larmes. « Et ça change quoi? Je suis toujours la femme de ménage qui s'est déguisée en dame riche. Je suis toujours la mère qui a perdu son fils parce qu'elle ne gagne pas assez d'argent. » Hélène serra sa prise. « Tu es la femme qui a osé entrer ici quand personne ne lui en a donné la permission. Ça doit signifier quelque chose. » Sophie respira profondément. La robe azur bruissait contre sa peau à chaque mouvement, lui rappelant qu'elle la portait comme si elle lui appartenait. Peut-être qu'Hélène avait raison. Peut-être qu'il y avait un peu de pouvoir dans le fait d'oser, même si ça se terminait dans l'humiliation. Elle regarda vers le salon à travers les portes de cristal. Damian était au centre, entouré d'attention, se préparant pour le discours principal de la soirée. Si elle allait tomber, pensa Sophie, que ce soit vers l'avant. Il y a une chose de plus que je peux faire, dit-elle lentement. Hélène la regarda avec espoir et peur mélangées. Quoi? Sophie toucha le sac où elle gardait le dispositif d'enregistrement. Terminer ce que j'ai commencé. Avant qu'Hélène puisse l'arrêter, Sophie retourna dans le salon, la tête haute, et la robe azur flottant derrière elle comme une déclaration. Damien était devant le microphone, coupe de champagne à la main, sourire magnanime sur le visage. « Amis, ce soir, nous célébrons non seulement la philanthropie, mais aussi l'avenir de notre bien-aimé Paris. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer un don de 500 € pour la conservation du patrimoine historique de notre ville. » Des applaudissements polis remplirent le salon. Sophie marcha vers l'avant. Oh, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. Hélène tenta de la rejoindre, mais il y avait trop de monde entre elles. Sophie arriva jusqu'à l'estrade où Damien prononçait son discours. Il la vit s'approcher avec une expression surprise qui se transforma rapidement en irritation. « Excusez-moi, mademoiselle, ce n'est pas le moment de... » Sophie lui prit le microphone de la main. « C'est exactement le moment, dit-elle, et sa voix amplifiée remplit le salon. Le silence tomba comme une guillotine. « Je m'appelle Sophie Lemaire, commença-t-elle, et elle sentit la libération de dire la vérité. « Je suis femme de ménage dans cet hôtel. Ce soir, je me suis infiltrée ici sous une fausse identité parce que je voulais exposer la vérité sur cette soirée de bienfaisance. » Elle pouvait voir les visages des invités se transformer de surprise en scandale. Béatrice était pâle de fureur. Damien tentait de lui arracher le microphone. Mais Hélène était apparue avec la sécurité, le bloquant. Sophie sortit son téléphone de son sac. Au cours des 2 dernières heures, j'ai enregistré des conversations qui démontrent que M. Moreau corrompt des fonctionnaires municipaux pour obtenir des permis de démolition. Le don qu'il vient d'annoncer ne va à aucun fonds de conservation.
Il va directement à des comptes offshore liés au conseiller Leclerc et à 2 autres membres de la mairie. Elle connecta le téléphone au système de son. Les enregistrements commencèrent à se reproduire sur les écrans installés pour la présentation de Damien. Sa voix, claire et sans équivoque, offrant des virements bancaires, la voix du conseiller Leclerc acceptant les termes, le chaos éclata immédiatement. Des journalistes qui avaient été invités pour couvrir la soirée commencèrent à photographier les écrans. Damien criait à la diffamation et aux poursuites. Béatrice tentait de sortir discrètement, mais les portes étaient bloquées par la foule. La sécurité arriva finalement jusqu'à Sophie. 2 hommes corpulents la prirent par les bras et commencèrent à la traîner vers la sortie. Sophie ne se résista pas. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire, mais Damien, rouge de fureur, la suivit. « C'est la femme de ménage, une intruse, arrêtez-la pour espionnage », cria-t-il devant 200 personnes qui étaient déjà en train d'enregistrer avec leur téléphone. La nuit du 15 juin sentait la cire d'abeille et les promesses brisées. Un parfum doux amer qui flottait dans l'air. Dans la cohue, poussé par le service de sécurité, le bracelet de Théo s'accrocha à une porte et se cassa. Les perles bleues et blanches roulèrent sur le sol de marbre. Sophie essaya de les ramasser, mais les gardes la traînaient. C'est alors qu'elle pleura vraiment, des sanglots profonds qu'elle n'avait pas laissé sortir depuis des années. On l'emmena dans une pièce de service, et on appela la police. Hélène l'accompagna, pâle, mais ferme. « J'ai des avocats, » murmura-t-elle. « De bons avocats, ce n'est pas fini. » Mais Sophie savait la vérité. Elle avait ruiné toute possibilité de récupérer Théo. Béatrice aurait une preuve vidéo de son infiltration criminelle. Les services sociaux verraient une mère instable, impulsive, capable d'actions téméraires. Elle avait sacrifié son fils pour un moment de justice, et elle n'était pas sûre que cela en valait la peine. La police arriva, prit sa déposition, et la laissa partir avec une convocation. Sophie sortit de l'hôtel par la porte de service, celle qu'elle avait utilisée pendant 4 ans. La robe bleue était froissée, le maquillage coulé, mais elle s'en fichait. Elle marcha dans les rues de Paris, jusqu'à l'aube, sans but, sans plan, se mettant un pied devant l'autre, parce que c'était la seule chose qu'elle savait faire. 48 heures plus tard, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Sophie hésita à répondre, mais quelque chose dans l'insistance de l'appel la décida à décrocher. « Mademoiselle Lemaire, c'est Jean-Pierre Durand, du cabinet Durand & Associés. Je dois vous voir de toute urgence. » C'est au sujet d'un héritage. Sophie fronça les sourcils. « Il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas de famille. »« C'est ce que vous croyez, » répondit l'avocat d'une voix douce. « Mais mes investigations prouvent le contraire. Pourriez-vous venir à mon bureau cet après-midi » Sophie y alla par curiosité, plus que par espoir. Le cabinet était dans le Marais, dans un immeuble ancien avec un ascenseur en fer forgé. Jean-Pierre Durand était un homme d'une 60aine d'années, en costume impeccable et avec une expression aimable. Sur son bureau, il y avait des documents anciens protégés dans des pochettes en plastique. « Mademoiselle Lemaire, vous a-t-on déjà parlé de votre grand-mère maternelle ?» Sophie secoua la tête. « Mes parents sont morts quand j'avais 6 ans. J'ai grandi dans des pensionnats, où les bonnes sœurs me rappelaient que je devais être reconnaissante de l'aumône. Personne ne m'a parlé de famille. » Jean-Pierre acquiesça comme s'il s'attendait à cette réponse. « Votre grand-mère était la comtesse Marguerite Lemaire de Villanova, propriétaire de l'hôtel Rivoli jusqu'en 1985, date à laquelle elle fut obligée de le vendre à cause de dettes, mais elle conserva 15% des actions, qui, par contrat, ne pouvaient être vendues sans son consentement, ou celui de ses héritiers directs. » Sophie sentit la pièce tourner. « Que dites-vous ? » « Je dis que vous êtes l'héritière légitime de 15% de l'hôtel. Votre famille paternelle a caché cette information après la mort de vos parents, parce qu'ils voulaient s'approprier les actions pour eux-mêmes. Mais le testament de la comtesse est très clair. Et Victor Dubois, ancien concierge de l'hôtel, a gardé tous les documents originaux pendant des décennies, en attendant le moment opportun. Jean-Pierre fit glisser les papiers vers elle.
Sophie les lut sans vraiment comprendre. Les mots dansaient devant ses yeux. Propriétaire, héritière, action. Il y a plus, continua Jean-Pierre. Votre ancienne belle-mère, Béatrice Garnier, a reçu des paiements importants de votre beau-frère pour garder le silence sur cet héritage. J'ai des relevés bancaires qui le prouvent. Sophie se renversa sur la chaise, étourdie. Tout ce qu'elle avait cru sur elle-même, sur sa place dans le monde, s'effondrait. Elle n'était pas la petite orpheline sans famille ni ressources. Elle était l'héritière d'une comtesse, propriétaire d'un bâtiment historique, quelqu'un avec des droits et du pouvoir. Pourquoi Victor ne m'a-t-il jamais rien dit? Jean-Pierre sourit tristement. Il m'a dit qu'il attendait que vous soyez prête, que vous ayez besoin de trouver votre propre force avant d'hériter de celle de votre grand-mère. Sophie pensa à la robe bleue, à la façon dont Victor l'avait gardée pendant des années, à la façon dont il avait dit qu'elle lui allait, comme si elle avait été faite pour elle, parce que, peut-être, elle l'était, littéralement. Que se passe-t-il maintenant? Jean-Pierre se pencha en avant. Maintenant, mademoiselle le maire, vous avez votre mot à dire au conseil d'administration. Damien Moreau a besoin de l'unanimité pour démolir l'hôtel. Avec vos 15%, vous pouvez le bloquer. Sophie sentit des larmes nouvelles, mais cette fois, elle n'était pas de défaite. Et Théo, mon fils, avec Béatrice démasquée comme complice de fraude. Votre dossier de garde est considérablement renforcé. Une semaine plus tard, Sophie se retrouva assise dans la salle de réunion de l'hôtel Rivoli, entourée d'hommes en costumes coûteux et avec des expressions calculatrices. Damien était à la tête de la table, pâle et tendu. Les enregistrements de la soirée Azur avaient déclenché une enquête criminelle. 2 conseillers municipaux avaient démissionné. Son empire immobilier était ébranlé. Mais il avait encore la majorité des actions, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Jean-Pierre Durand avait révélé l'héritage de Sophie ce matin même. La commotion dans la salle fut palpable. Maintenant, alors que l'avocat de Damien proposait la motion de démolition, Sophie leva la main. « Je vote contre », dit-elle d'une voix claire. Damien la foudroya du regard. « Ce n'est pas fini !» Mais sa voix manquait de conviction. Il avait perdu, et il le savait. La motion échoua. L'hôtel était sauvé, au moins temporairement. Mais ce soir-là, alors que Sophie examinait les documents de son héritage, elle découvrit toute la vérité. L'hôtel avait d'énormes dettes qu'elle héritait aussi. Impôts impayés, réparations structurelles, litiges en cours. Elle ne pouvait pas le conserver. Même avec ses 15%, elle n'avait pas les fonds nécessaires pour les réparations. Après des semaines de négociations, Sophie accepta de vendre l'hôtel à une chaîne internationale spécialisée dans la conservation du patrimoine. Elle conserverait 10% et un poste de consultante dans l'équipe de restauration. Ce n'était pas la victoire de conte de fées qu'elle avait brièvement imaginée. Elle n'hériterait pas de millions. Elle continuerait à travailler, mais c'était différent maintenant. Elle travaillerait comme architecte consultante, même si elle n'avait pas le titre. Elle utiliserait tout ce qu'elle avait appris lors de nuits solitaires à lire sur les voûtes et les fondations. Le jour où elle signa l'accord, Théo était avec elle. Le juge avait annulé la garde temporaire après que la fraude de Béatrice ait été révélée. Son ancienne belle-mère était accusée de complicité dans la dissimulation d'héritage et de corruption de fonctionnaires de justice. Théo ne comprenait pas complètement ce qui s'était passé. Il savait seulement qu'il rentrait à la maison avec sa mère. Ce soir-là, dans son appartement du quai de Gemapes, qui lui semblait maintenant moins claustrophobique et plus comme un foyer, Sophie accrocha la robe bleue au mur. Elle l'avait fait encadrer avec les perles cassées du bracelet de Théo dans le coin inférieur. « Pourquoi tu gardes une robe cassée ?» demanda Théo, en la regardant avec curiosité. Sophie s'agenouilla à sa hauteur. « Parce que ça me rappelle que parfois, il faut se casser un peu pour trouver qui on est vraiment. » Théo acquiesça avec cette acceptation simple des enfants. « Tu vas la remettre ?» Sophie toucha la soie avec des doigts doux. « Je ne crois pas. Mais ça me plaît de savoir que c'est là. » Hélène vint lui rendre visite quelques jours plus tard. Leur amitié était tendue à présent, emplie de gratitude, mais aussi de ressentiment inexprimé.
Hélène avait été un catalyseur, mais aussi un rappel de tout ce que Sophie avait eu besoin des autres pour arriver ici. Elles prirent un café en silence pendant un moment. « Es-tu fâché contre moi ?» demanda finalement Hélène. Sophie considéra la question honnêtement. « Pas fâché, mais on ne pourra plus jamais revenir à ce qu'on était. J'ai besoin de construire quelque chose qui soit uniquement à moi, sans que personne ne vienne me secourir. » Hélène acquiesça, blessée, mais compréhensive. « Je comprends. » Elles se dirent au revoir avec une étreinte qui ressemblait à une conclusion. Peut-être qu'un jour elles pourraient redevenir amies, mais pas maintenant, pas encore. Le travail de consultante en conservation commença en mars. Sophie découvrit qu'elle avait du talent pour ça, un œil pour les détails que les architectes diplômés laissaient parfois passer. Elle proposa des solutions innovantes pour des problèmes structurels, des moyens de préserver des éléments historiques tout en modernisant la fonctionnalité. Ses collègues la respectaient, même si certains la regardaient encore avec curiosité, se demandant comment une femme de ménage avait fini en salle de réunion. Un investisseur de la chaîne hôtelière, un homme élégant d'une quarantaine d'années, avec un intérêt évident au-delà du professionnel, l'invita à dîner. Sophie déclina aimablement. « J'ai besoin de temps », expliqua-t-elle, pour découvrir qui je suis sans validation externe. Mais les cicatrices restèrent. Des mois après le scandale de la soirée Azur, Sophie ressentait encore une tachycardie quand elle entrait dans des endroits élégants. Son corps se souvenait de l'humiliation, de la panique, de la sensation d'être exposée et inappropriée. Elle commença une thérapie, des séances hebdomadaires où elle déballa des années de pensionnat qui lui avaient appris à être invisible et reconnaissante. Elle découvrit que l'élégance qu'elle avait cherchée dans des robes et des manières avait toujours été dans sa capacité à se relever encore et encore après avoir été abattue. C'était ça, la vraie grâce. Un après-midi de juin, exactement un an après la soirée, Gilbert vint lui rendre visite. Il apportait une enveloppe scellée avec de la cire antique. « Ta grand-mère me l'a donnée il y a 30 ans. » expliqua-t-il d'une voix fatiguée par l'âge. « Elle m'a fait promettre de ne te la donner que quand tu serais prête. Je crois que ce moment est arrivé. » Sophie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. La calligraphie de l'adresse était élaborée, d'une autre époque. « Pour Sophie, quand elle sera courageuse, » disait-elle, « à l'intérieur, il y avait une lettre et une clé ancienne. La lettre était brève. « Chère petite fille que je n'ai jamais connue, si tu lis ceci, cela signifie que tu as retrouvé ton chemin vers qui tu es. L'hôtel était mon héritage, mais il y en a un autre. À Venise, dans le Palazzo Lemaire qui appartenait à ton arrière-grand-père, se trouve la deuxième partie de mon testament. Ne te précipite pas pour la chercher. Vas-y seulement quand tu seras prête pour plus de complexité, plus d'histoire, plus de poids d'attente, ou n'y va jamais, et vis libre des attaches du passé. Le choix, comme il aurait toujours dû l'être, t'appartient, avec amour depuis le temps. Comtesse Bérénice. » Sophie lut la lettre 3 fois. Puis, elle la plia soigneusement et la rangea dans le tiroir de son bureau avec la clé. Théo entra en courant, avec un dessin de dinosaure qu'il avait fait à l'école. « Regarde, maman, c'est un T-Rex !» Sophie le serra dans ses bras et sentit ses cheveux qui sentaient le shampoing à la pomme et l'enfance. « C'est parfait, » dit-elle. Elle regarda par la fenêtre de son appartement vers le quai de Gemmap, s'étendant sous le soleil de l'après-midi. La robe bleue était accrochée au mur, rappel permanent de la nuit où elle avait osé revendiquer une place qui avait toujours été la sienne. Peut-être qu'un jour, elle irait à Venise. Peut-être qu'elle ouvrirait cette deuxième partie du testament et découvrirait plus de secrets de famille, plus d'héritages compliqués, plus de poids d'histoire. Ou peut-être qu'elle laisserait la clé dans son tiroir et construirait quelque chose de complètement nouveau, sans les ombres du passé dictant son futur. Pour l'instant, cela suffisait, son fils dans ses bras, un travail qu'elle aimait. La connaissance que sa valeur ne dépendait pas de noms aristocratiques ou de robes de haute couture. La vraie élégance, avait-elle appris, était dans la dignité de choisir qui être. Même quand le monde entier insistait pour te dire qui tu devais être. Sophie sourit.
embrassa la tête de Théo et garda la clé de Venise pour un autre jour. Aujourd'hui, ce moment, cette vie qu'elle avait reconstruite avec ses propres mains abîmées par le chlore et le travail, était suffisant, c'était plus que suffisant, c'était à elle,